Droit d'écoute, un podcast sur des sujets de société pour donner la parole à vous qui les vivez. Premier sujet de cette série, des écrans et des hommes. Bonjour Catherine Vidal. Bonjour Sabine Duflo. Vous êtes psychologue de l'éducation nationale depuis 25 ans maintenant, je crois. Oui, c'est ça. Vous exercez actuellement dans le Loiret. Oui. Et vous vous intéressez à la question des écrans depuis une quinzaine d'années. Oui, à peu près. Alors ma première question, c'est comment vous est venu cet intérêt pour les écrans, leur effet sur nos enfants, sur vos élèves ? Alors, j'ai commencé à m'intéresser aux écrans en lisant des livres de Serge Tisseron, puisque il a édité plusieurs livres, aussi avec d'autres, avec un philosophe. Et donc, j'ai participé à différentes formations, dont le jeu des 3 figures. Et à cette époque-là, on parlait surtout de l'effet de la télévision sur les enfants. Et voilà, donc... mais quelques années plus tard, disons quand... Mais qu'est-ce qui vous a amené à vous intéresser en fait à cet objet dans l'environnement des enfants ? Est-ce que vous, à l'époque déjà, puisque à l'époque où il y avait finalement que cet écran-là, vous aviez constaté des effets particuliers ? Alors oui, des effets sur le langage, des retards de langage, et encore c'était pas énorme, mais des effets sur la concentration, l'attention, la concentration des élèves, et puis au niveau des interactions des familles, mais je n'avais pas encore vraiment pris conscience de ce que ça allait devenir avec l'apparition des smartphones, avec l'apparition des tablettes, des écrans nomades. Des écrans nomades, voilà. C'est-à-dire, vous avez l'impression que ces effets se sont accrus avec l'apparition des écrans nomades ? Terriblement, en fait. Alors, et si on reprenait justement ces effets, puisque vous avez finalement listé les 3 principaux effets qu'on retrouve dans la littérature sur ce sujet, des effets sur le langage, des effets sur l'attention et des effets sur le comportement. C'est ce que vous avez dit. Oui, c'est ça. Donc, on va les reprendre un à un. Les effets sur le langage, quels sont-ils sur des enfants de maternelle ? Parce que peut-être ce que j'aurais dû vous poser comme question, c'est quel âge ont les élèves que vous recevez dans votre bureau ? Alors moi, je travaille donc dans le premier degré, donc de la petite section au CM2. Donc les élèves que je rencontre ont entre 3 et 12 ans. Alors les effets sur le langage, pour les enfants qui ont été le plus surexposés, c'est-à-dire plusieurs heures par jour dès les premiers mois de leur vie, ce que l'on voit, c'est pas du tout de langage, ou alors une espèce de prosodie fait de mots de différentes langues, des mots aussi d'anglais ou d'allemand. Pas de langage à quel âge ? Pas de langage du tout à 3 ans. D'accord. Alors qu'à 3 ans, normalement, le langage d'un enfant, ça devrait être quoi ? Alors, un enfant à 3 ans doit bien parler, doit faire des petites phrases, doit avoir à sa disposition beaucoup de vocabulaire et doit surtout être dans la communication, il doit comprendre les questions simples qu'on lui pose. Par exemple, comment tu t'appelles ? Il doit pouvoir répondre, dire son prénom, quel âge tu as, il doit pouvoir dire son âge. Il doit comprendre une question simple, pouvoir s'intéresser à un petit livre, montrer des personnages ou des objets, enfin voilà. Donc... Et comment vous avez fait ce lien entre surexposition aux écrans, exposition précoce et retard de langage grave ? Alors en fait, je ne me suis pas tout de suite rendu compte du lien qu'il y avait entre les retards très graves de langage que j'observais de plus en plus et qui m'interrogeait, parce que je me disais, ces enfants vivent dans une famille qui parle très bien le français, des gens, parce que moi je vois beaucoup des classes, des gens qui ont qui travaillent, qui ont fait des études, voilà. Donc avec il y avait une population qui est d'origine française.
française, dont la langue d'origine maternelle est le française, français. Oui, oui. Et donc, il n'y avait aucune raison pour que des enfants issus de ce type de famille n'aient absolument aucun langage à 3 ans. Donc ça, je ne comprenais pas du tout pourquoi il y en avait de plus en plus. Et en plus, mes constatations sur le terrain étaient en lien avec les constatations que tous les orthophonistes avec lesquels j'ai des relations faisaient. Et donc, on ne comprenait pas cette explosion de retard de langage et de communication, de relations aussi, ce que ça allait avec. Alors, qu'est-ce qui a fait le déclic? Alors, le déclic, c'est qu'un jour, j'ai vu sur YouTube une vidéo d'un docteur que je ne connaissais pas, le docteur Annelise Ducanda, qui s'adressait directement aux parents et qui parlait du lien entre une surexposition dès les premiers mois, premières années de l'enfant, aux écrans, et elle faisait un lien direct. Et elle parlait même de symptômes qui s'apparentaient à des enfants autistes. Donc, bien sûr, quand cette vidéo, vous êtes tombée quand? Alors, je suis tombée sur cette vidéo, c'était au mois de mai 2017, je crois. Et ça a été la révélation. C'est-à-dire que d'un seul coup, j'ai compris en fait le phénomène qui se passait entre la surexposition des enfants et leurs troubles. Et ça m'a tellement éveillée. Voilà, je me suis dit, mais je vais lui écrire. Je n'ai jamais fait ça. J'ai écrit un mail parce qu'il y avait son mail sur la vidéo qu'on pouvait trouver. Donc je lui ai écrit un mail pour lui dire que qu'elle m'avait ouvert les yeux en quelque sorte sur des symptômes que j'observais depuis plusieurs années, mais je n'avais pas compris l'origine de ces troubles. Et pourtant, j'imagine qu'en tant que psychologue scolaire, vous recevez les enfants, mais vous recevez aussi les familles, et vous posez certainement des questions sur ce que fait l'enfant lorsqu'il est à la maison. Oui. Donc sans doute vous aviez finalement, ce que vous racontez, c'est que vous aviez observé les deux faits, des enfants qui ont de plus en plus de difficultés à communiquer par le langage, des enfants aussi qui par ailleurs sont de plus en plus exposés aux écrans, mais le lien entre les deux, vous l'aviez pas fait. Parce qu'à l'époque, je ne posais pas systématiquement les questions sur les écrans. D'accord. Alors, à partir de là, est-ce que justement vous vous êtes mis à poser cette question de façon systématique pour voir si au fond l'hypothèse du docteur Ducanda était juste ou pas? Absolument. Donc, à partir de ce moment-là, donc déjà elle m'a répondu, on a commencé à correspondre, j'ai regardé d'autres vidéos, j'ai découvert aussi votre livre et que j'ai lu d'autres le livre ensuite qui est arrivé de Michel Desmurger. Enfin, il avait déjà écrit un livre sur la télévision. Oui, TV Lobotomie. Voilà, que j'avais lu attentivement. Mais à cette époque-là, il n'y avait quasiment que la télévision. Et là, on était passé vraiment à une autre époque. Une époque où les enfants manipulaient le smartphone de leurs parents, avaient des baby-tablettes. Enfin, ça avait complètement explosé. Et donc, je me suis mise à poser systématiquement des questions vraiment très précises sur l'utilisation de ces écrans nomades. Alors, quelles questions vous posez justement aux familles qui ont des petits-enfants, des enfants de maternelle ? Alors, je leur demande si... en fait, je pose des questions sur le quotidien de l'enfant. Le matin, quand il se réveille, il prend son petit déjeuner où ça, dans la cuisine, devant la télévision. Donc souvent c'est oui, devant la télévision. Ensuite, il regarde un petit dessin animé. Après, il va à l'école. Pendant les repas, est-ce que vous regardez les informations ou des émissions? Souvent c'est oui. Est-ce que quand il était bébé, donc je pose après de fil en aiguille, je pose des questions aussi sur quand il était bébé. Est-ce que vous aviez pris l'habitude de lui donner votre smartphone pour lui montrer des petits dessins animés ou lui faire écouter des comptines pour le calmer? Donc souvent ça c'est oui. Et combien de temps par jour?
Et est-ce que la télévision était souvent allumée? Et c'est comme ça que vous arrivez à constater qu'il y a aujourd'hui des enfants qui sont un peu élevés comme des tomates hors sol, c'est-à-dire par des écrans et non plus par des êtres humains. Oui. Mais au fond, comment on pourrait expliquer d'un point de vue psychologique le lien entre environnement numérique qui diffuse aussi des mots, des paroles en continu, et retard de langage chez l'enfant. Parce que est-ce que le fait d'entendre comme ça en continu des mots, ça peut pas suffire à apprendre le langage? Hélas non. Hélas non. Quand j'étais étudiante en psycho, on disait un enfant ne peut pas apprendre à parler en écoutant la radio. Mais on pourrait ajouter ni en regardant la télévision, ni en regardant des vidéos sur YouTube. Non. Un enfant apprend à parler en interaction avec son parent, son papa, sa maman, sa nourrice. Il faut que l'adulte en face lui réponde aux mots, aux petites phrases, et donc qu'il y ait une véritable interaction directe. Un écran, ça ne peut pas apprendre à parler à un enfant. Mais ça crée une espèce de pseudo-langage, c'est-à-dire que les enfants qui arrivent en maternelle, qui n'ont pas de langage, curieusement, et ça les enseignants me le racontent, ils vont connaître plein de mots en anglais, en allemand. Ils ne vont pas dire les couleurs en français, jaune, ils vont dire yellow, red, alors que ce sont des enfants français. Et donc, ils n'ont pas appris à parler. Ils ont appris à répéter via des logiciels éducatifs. Ils ont appris à parler. Donc finalement, leur type de langage nous aide à repérer la façon dont ils ont appris à parler. Oui, alors là, en 3 ans, j'ai fait énormément de progrès dans le repérage de ce genre d'enfants. Alors évidemment, s'ils ont été très surexposés dès les premiers mois, par exemple des 5-6 mois, avec la télévision, avec une baby-tablette, avec le smartphone des parents, qui est donné à chaque moment de frustration, quand il y a un peu d'attente. Donc ça va même plus loin que le langage, c'est-à-dire même la gestion des émotions, la régulation du tonus, calmer un enfant, ça se calme avec des bras, avec des paroles réconfortantes. C'est-à-dire, au fond, ce que vous êtes en train de dire, c'est que l'enfant attrape chez le parent lors des interactions pas simplement des mots qui vont l'aider à fabriquer un langage de communication, mais aussi des émotions, des affects, c'est-à-dire tout ce qui fait qu'on sommes des êtres humains. Oui. Parce qu'au fond, on pourrait se dire aujourd'hui, on a des logiciels éducatifs peut-être un peu pauvres qui répètent via des comptines, qui apprennent à l'enfant à répéter des couleurs, des chiffres. Mais l'avenir, c'est des robots intelligents qui peuvent s'ajuster au plus près de l'être humain. Et il y a déjà des jouets comme ça, des jouets premier âge qui s'adressent ou font semblant de s'adresser directement à l'enfant, disant comment vas-tu, peuvent enregistrer, en tout cas comprendre un certain nombre de réponses et s'y adapter. Alors est-ce que là, on serait pas finalement dans un apprentissage plus proche du langage humain, ou est-ce qu'il y a toujours un risque? Non, parce qu'avec le langage, il y a aussi toute l'affectivité, il y a bien autre chose que juste une réponse adaptée. Et on dit la meilleure application pour apprendre à parler pour un enfant, c'est son parent. Et c'est irremplaçable. Et moi, je trouve que c'est réconfortant aussi pour les parents de se dire qu'ils ne peuvent pas être remplacés par un robot, par une machine. Bon, mais les parents que je vois qui ont des enfants qui ont un grave retard de langage, très souvent, ils ne l'ont pas du tout, fait exprès. Ils ne savaient pas qu'ils étaient en train d'impacter leur enfant et qu'ils allaient créer du retard chez leur enfant. Il y avait parfois même la volonté inverse, celle de lui apprendre plus. Par des logiciels éducatifs. Alors, qui les a persuadés comme ça qu'on pouvait apprendre finalement mieux à parler le marketing est très très fort. D'ailleurs, bientôt ce sera Noël. Et vous verrez dans les rayons des supermarchés, des magasins de jouets, le numéro 1 de la tablette éducative.
voilà, les parents qui ont envie, ils ont envie que leur enfant devienne intelligent, parle, soit performant à l'école. Donc ils voient une tablette qui est annoncée comme étant le numéro 1 de l'outil éducatif. Il va pouvoir apprendre l'alphabet. Tous les parents ont envie que leur enfant apprenne l'alphabet parce qu'ils se disent, si à 3, 4 ans, mon enfant connaît déjà l'alphabet, eh bien, quand il va arriver au CP, il apprendra bien à lire, bien plus vite que les autres, plus facilement. Et on va lui apprendre les chiffres, donc c'est super parce que comme ça, en numération, quand il fera des calculs à l'école, il sera plus fort que les autres. Mais c'est tout à fait le contraire qui va se passer, parce que il y a des enfants qui énumèrent tous les chiffres. 1, 2, 3, 4, 5, alors en anglais, en allemand, en espagnol, en tout ce que vous voulez. Mais quand à l'école, on va lui donner 2 cubes, mais il sera incapable de dire qu'il y en a 2. Parce qu'il n'aura pas manipulé. Parce que les mathématiques, même si c'est très abstrait pour un enfant, ça passe d'abord par de la manipulation, par du vécu. On apprend à un enfant à compter aussi. Quand on monte un escalier, on compte les marches. En prenant la main de son enfant. Quand on descend, on compte aussi. Quand on met la table, c'est une assiette pour papa, une assiette pour maman. Tout ça, ce sont des mathématiques. Et la tablette, elle ne fait que réciter des litanies de chiffres et ça ne sert à rien pour l'enfant. Et est-ce que vous pensez pas, Catherine Vidal, que le travail de prévention qui est fait sur les terrains aujourd'hui par de plus en plus d'associations, il y a le cause auquel dont vous êtes membre, mais il y en a d'autres aussi, l'association Lève les yeux, Alerte, milite maintenant depuis, je dirais, environ 5 ans pour une prévention, une information plus éclairée des parents. Est-ce que vous pensez pas que le travail, une certaine prise de conscience est en train de s'opérer sur le terrain concernant les plus jeunes par l'action de ces associations, mais aussi essentiellement, il faut le dire, par les médias qui ont un peu changé maintenant leur discours et adoptent plus facilement un discours critique sur ce numérique? Alors heureusement, il y a un énorme effort de prévention, mais qui passe, comme vous le dites, par les associations. Aussi par les médias, heureusement. Beaucoup de parents regardent des émissions qui passent sur les écrans et en retirent quelque chose, prennent conscience de quelque chose. Après, il faut avoir beaucoup de volonté pour se passer de tous ces objets, parce que les parents, en premier lieu, sont complètement aussi addicts à leur smartphone, à leur tablette, à leurs séries qu'ils regardent. Donc, toutes ces actions de prévention, oui, mais elle est encore imparfaite, parce que je peux rencontrer des familles qui vont régulièrement à la PMI, et protection maternelle et infantile, et quand ils quelquefois disent mon enfant a un très gros retard de langage, on m'a dit que la télévision c'était pas très bon, j'ai vu une émission. Qu'est-ce que vous en pensez? La PMI ne rebondit pas là-dessus. Leur dit oui, c'est vrai, mais alors et qu'en est-il du smartphone, de la tablette? Enfin, ne fait pas une petite enquête supplémentaire. Des pédiatres n'en parlent pas, ou voilà. Donc vous faites ce constat paradoxal qu'aujourd'hui c'est par les médias, et donc des médias à écran, que l'information, la prévention est peut-être la plus claire, tandis que sur le terrain on trouve encore des professionnels de l'enfance qui ne font pas ce travail essentiel de poser la question, et une fois qu'ils ont repéré une surexposition, de pas lâcher.